maison préau quand vous les confiez, vos églises et vos larmes, vos chants et vos prières. 10 siècles parcourus et tous ces souvenirs, plus nombreux que les Antilles, aujourd'hui s'invitent à venir vous conter dans un très court chapitre un peu de mon histoire, comme on offre un sourire. En effet, c'est de votre sourire bienveillant que je vous demande, avec votre sourire bienveillant, que je vous demande d'écouter cet exposé qui n'a d'autre prétention que de vous donner un aperçu de ce que je pense de ce sujet, moi, humble mortel, après avoir fait appel au texte que tout un chacun peut consulter et dont je vous donne en gros la liste. La ville d'Émoutier par Joseph Dubois, qui cite plusieurs auteurs, le Limousin roman de Jean-Maurice Gauthier, un certain nombre de bulletins de la Société archéologique et historique du Limousin, que je ne vous énumère pas, ce serait trop long, et les collégiales et sanctuaires des chanoines séculiers en Limousin, 10e et 12e siècle, par Don Jean Becquet, et enfin, ce qui est ma référence principale, la collégiale d'Émoutier mémoire de maîtrise en archéologie de Corinne Michel, actuellement responsable du centre archéologique du Zerche, et un article du même auteur paru dans le tome 20 de l'Association des Antiquités Historiques du Limousin. Je précise que c'est bien avec son accord, et je dirais son accord enthousiaste, que j'ai utilisé ces documents pour, surtout, vous le verrez, la deuxième partie de mon exposé. Alors, à mon sens, c'est encore un petit point de vue personnel, on ne peut, me semble-t-il, parler de la collégiale en se contentant d'évoquer les 1000 années qui viennent de s'écouler. Pour moi, je dis bien pour moi, la décision de construire est venue au moment où l'état des lieux, jurant peut-être avec la notoriété du site, imposait une réhabilitation forte, un souffle nouveau, et que justement se trouvait à la tête du diocèse de Limoges un homme providentiel pour cela. C'est pourquoi je commencerai par jeter un regard sur ce que nous savons des événements dont le site a été l'objet ou même le théâtre avant le XIe siècle. Alors, on ne sait pas exactement depuis quand une communauté religieuse, moines ou chanoines, séculiers ou réguliers, vivait sur le site. Nous pouvons croire qu'elle était présente dès la seconde moitié du VIe siècle. N'est-il pas dit que Salmé participait aux offices des religieux? Ce que nous savons sûrement, par contre, c'est que, après sa mort, le 13 juin 630, Salmé fut inhumé dans ce qui servait d'église aux religieux à son honneur. Des années qui ont suivi, nous savons, grâce en particulier à Pierre de Saint-Brunon, que, je le cite, Salmé proclamait par ses nombreux miracles qu'il était bien dans le monastère où il était honoré et vénéré. Fin de citation. Émoutier devait donc être un lieu de pèlerinage très fréquenté et avait ainsi acquis, on ne peut en douter, une grande réputation. Plus tard, vraisemblablement au début du XVIIIe siècle, le lieu eut à souffrir, comme d'autres en Limousin, notamment Solignac, des exactions des Sarrasins. Saint-Brunon nous dit à ce sujet que c'est dans ce lieu que le roi, alors ça devait être Dagobert III ou Charles Martel, vainquit Aentus, chef des Sarrasins,
et éleva une citadelle qu'il appela Ayrton, du nom du vaincu. C'est peut-être à cause des dégâts causés par les Sarrasins que, si l'on en croit une bulle du pape Sixte IV de 1475, Charlemagne fit rétablir ou établir le chapitre et augmenter les édifices. On ne sait pas, établir ou rétablir, la bulle n'a pas été retrouvée. Comme toutes les bulles, elle a fini par éclater ça. Qu'il y ait eu des constructions, le lancement des constructions sur le site dans cette période, semble bien confirmé par un acte du chapitre daté de 1460 qui mentionne justement la fondation d'une église quelques 700 ans plus tôt, donc à l'époque carolingienne. Alors Charlemagne aurait aussi exhorté les autorités religieuses et civiles à œuvrer à cette réhabilitation. Il fut entendu, et notamment un siècle plus tard, par Turpin, évêque à Limoges de 905 à 944, et par les comtes de la Marche et autres seigneurs au cours du Xe siècle. On peut penser, c'est des propositions que je fais, qu'à la réputation dont jouissait le site en raison de Saint-Salvé et de ses miracles, est venue s'ajouter une sorte de label impérial, et que ces deux atouts ont pu peser sur les décisions prises ultérieurement au profit du site, et peut-être, pourquoi pas, sur celle déterminante de Hildebert au début du XIe siècle. Alors une parenthèse s'impose ici peut-être, s'agissant de l'intervention de Charlemagne. Est-elle crédible? Certains en doutent. Pour moi, il y a effectivement des raisons d'y croire. En effet, pour les auteurs du Limousin roman, l'empereur serait également intervenu à Solignac, mis à sac par les Sarrasins à la même époque. En outre, on sait que pendant la première année de son règne, 768 à 769, il a mené de longues campagnes en Aquitaine, dont faisait partie le Limousin, pour mater des seigneurs récalcitrants. On sait encore, et c'est important, grâce à un de ses confidents, Éginard, que les édifices sacrés furent l'objet de ses soins dans toute l'étendue du royaume. Dès qu'il apprenait que ces monuments tombaient en ruine, en vétusté, il enjoignait aux pontifes et aux religieux de les faire restaurer et déléguer des commissaires pour veiller à l'exécution des ordres. Cette citation est tirée de Ces hommes qui ont pris la France de Max Gallon. Livre Charles. Je referme la parenthèse. Bref, quel qu'ait été l'impact de l'intervention de Charlemagne, il y a fort à penser que, quelques décennies plus tard, cet impact pouvait être réduit à néant. En effet, le même acte du chapitre de 1460 dit aussi: à cause des guerres menées par les ennemis du royaume, la dite église fut ensuite prise, pillée, brûlée et presque entièrement détruite. Ceci semble bien confirmé par un texte en latin de la Bibliothèque nationale, cité par Corinne Michel, qui attribue aux Normands la destruction du monastère des Moutiers en 848 ou 862. On sait, par ailleurs, que d'autres localités de la région, Vichois, Solignac, Saint-Junien, notamment, ont dû subir les exactions des Normands. Ainsi, peut-on penser que, malgré les efforts des généreux donateurs au cours du Xe siècle, dont on ignore totalement l'efficacité, beaucoup restait à faire ou à refaire sur le site lorsque Hildegard fut nommé à la tête du diocèse en 969. D'ailleurs, le chroniqueur de la Borderie dit quelque part
jusqu'au premier année du XIe siècle, l'édifice qui contenait les restes de Psalmé était certainement très modeste. Alors Hildegard chassa les chanoines et les remplaça par une communauté de moines. On peut se demander pourquoi. Certes, un chroniqueur, vous connaissez tous, spécialiste du Moyen-Âge, Ferdinand Lot, dit que le remplacement des chanoines par des moines était considéré comme banal dans la deuxième partie du Xe siècle. Les chanoines des collégiens, c'est dit, ayant perdu à l'époque tout esprit ecclésiastique. On peut penser aussi que c'est l'état préoccupant des bâtiments qui aurait pu conduire Hildegard à cette décision. Est-ce que la situation convenait mieux pour lui à une communauté de moines ayant fait vœu de pauvreté et d'austérité? La question, pour moi, reste entière. Et je crois que personne n'a répondu à cette question pour l'instant. Hildegard, son frère, lui succède en 990. Mais qui est ce nouvel évêque? Enfin, Hildegard est le contraire d'un homme timoré ou effacé. C'est un homme actif, entreprenant, qui va au bout de ses idées et dont on dirait aujourd'hui qu'il est un bateau. Alors jugeons-en par quelques-uns de ses actes. Vous le connaîtrez mieux. Au cours de son épiscopat, il se rend à Jérusalem avec son frère Guy, puis à Rome avec Guillaume, duc d'Aquitaine. À Rome, il établit un acte par lequel il s'engage à rétablir le monastère Saint-Martin à Limoges, tout à fait dégradé et ruiné par négligence d'édite. Il était sensible au bâtiment devenu vétuste. Il joue un rôle sans doute majeur dans l'organisation du synode de 994 et des cérémonies qui avaient pour but de mettre fin au mal des âmes. C'est un homme qui n'hésite pas à faire couler le sang. Et ce, dans des combats, dans de durs combats contre Jourdain chaque année, suite à un litige concernant le château de Beaujeu, qu'il avait fait construire sur son territoire sans lui demander l'autorisation. Hildegard a pris la tannée. Il force au baptême les Juifs de Limoges par une loi qui les oblige à obtempérer ou à quitter la ville, ce qui entraîne de nombreux drames en Limousin. Enfin, et c'est surtout un bâtisseur. Il est au premier rang lorsqu'il s'agit de soutenir financièrement des constructions qu'il approuve ou dont il prend lui-même l'initiative. À son actif des souscriptions au profit de Saint-Julien, Uzerge, Ladora, Saint-Léonard. Il construit ou reconstruit Beaujeu, la chapelle Valésie, l'abbaye Saint-Martin, notamment. Et il lance le chantier de renouvellement de sa cathédrale Saint-Étienne à Limoges en 1013. Hildegard montre grand intérêt pour cette époque. On ne sait pourquoi. Son séjour à Rome y a-t-il pour quelque chose? C'est pas possible. A-t-il voulu sauver un site jouissant grâce à Psalmé, voire même à Charlemagne, une notoriété toute particulière, et dont il regrettait le probable déclin? Nous l'ignorons. Ce qui est certain, c'est qu'il fait preuve d'une grande ambition pour ce site. Il retire les moines et met en place, nous dit Don Jean Béguet, un collège trentenaire comparable à celui de Saint-Thérier, ce qui était très important. À l'aune des efforts qu'il a consentis pour tant de causes, dont une bonne partie dont témoin pour le Timothée, de son souci de ne pas laisser tomber en désuétude, de restaurer, je le cite, les lieux construits jadis par nos illustres anciens, comme l'abbaye Saint-Martin et la cathédrale, compte tenu aussi de son esprit d'entreprise, de sa volonté de toujours aller au bout de ses idées, on ne peut imaginer
qu'il ait pu réduire son initiative à écouter à la seule création d'un collège important, sans le doter d'une collégiale à la hauteur de son projet, en laissant à un successeur bienveillant le soin de pourvoir à ce besoin. La réponse est non, bien évidemment. D'ailleurs, de ce que nous connaissons des faits et gestes de ceux qui lui ont succédé, énoncés justement par Jean Becquet dans un bulletin de la Société archéologique et historique du Cousin de 1978, aucun indice ne peut laisser penser que l'un d'eux aurait pu être à l'origine d'une initiative permettant de faire naître un doute à ce sujet. Nous aboutissons ainsi à la conviction que l'hypothèse la plus vraisemblable, eu égard aux faits que nous connaissons et aux circonstances plutôt difficiles à cerner, il est vrai que c'est bien Hilduin qui a lancé le chantier de notre collège. Quand et pourquoi en 1912? Hilduin meurt à Émoutier en juillet 1412. Il meurt à Émoutier, ce n'est pas un autre. La mise en place du collège est effective en 1011. Si en toute logique, le lancement du chantier exigeait la présence de cette communauté pour surveiller, guider, prendre des décisions importantes dans l'évolution des travaux, il est bien évident que le projet a été lancé après 1011. C'est donc entre ces deux dates, 1014, l'année de sa mort, et 1011, la mise en place du collège, que Hilduin a pris la décision de construire la collège. Alors l'année 1013 étant celle où Hilduin a porté plus particulièrement son attention sur la construction, ou la reconstruction, le renouvellement de ces cathédrales de Saint-Étienne de Limoges, on peut penser qu'il avait déjà pris ses dispositions pour Émoutier et que 1012, à quelques mois près peut-être, mais qu'importe, est le plus vraisemblablement l'année du lancement de la construction de la collégiale romaine. Alors on peut ajouter ici, et ce n'est pas négligeable, qu'aucune autre hypothèse cohérente n'a jamais été formulée par qui. Alors maintenant, parlons un peu de la collégiale, depuis sa naissance. Et d'abord une brève description, si vous le voulez bien. La collégiale Saint-Étienne, réputée pour ses vitraux, a été édifiée sur une assise rocheuse surplombant la vallée de la Vienne. Le chœur, qui, vu de l'extérieur, impose le spectacle d'un très beau et impressionnant chevet, en constitue la masse la plus importante avec, à l'ouest, un transept et une courte nef. Le clocher, en position occidentale, de section carrée, domine l'ensemble du haut de ces 3 étages et de ses 37 mètres. Le plan général se partage donc en 2 parties majeures, l'une romane, composée de la nef et d'une partie du transept ainsi que du clocher, l'autre gothique qui couvre l'ensemble du chœur dans lequel nous nous trouvons. Ce plan, vu de l'intérieur, à première vue semble bien curieux. On constate que l'axe central de l'édifice n'est pas régulier. Le clocher est légèrement décalé vers le sud par rapport à la nef contre laquelle il est appuyé. Le transept n'est pas exactement perpendiculaire à l'axe de la nef, mais disposé en biais et son bras nord étant entraîné vers l'est. Le chœur gothique et ses collatéraux sont déportés vers le sud par rapport à la nef. Cette rapide description d'ensemble peut être complétée par l'indication de l'existence de 2 chapelles ajoutées aux extrémités de la 2e travée de la nef et plus moderne. Il s'agit au nord d'une chapelle gothique dite de la famille Romanet, du nom du fondateur, datant de l'an 1500. On peut y voir une pierre tombale, celle d'une religieuse, derrière peut-être membre de la famille. L'autre chapelle est plus moderne. Voici énoncé en quelques
ligne, ce que le touriste qui ne s'attende pas peut voir de la collégiale. Alors j'ajoute là une petite parenthèse, c'est que Art et Histoire de Monts et Barrages ont prévu que l'année prochaine, à la fin du printemps, il y aurait là des panneaux présentant dans le détail l'histoire de la collégiale et du site. Alors qu'à ce moment, les touristes n'ont pour information que le petit panneau qui est mis à l'entrée de l'église. C'est une excellente chose. Alors, maintenant faisons plus ample connaissance avec notre collégiale. Et d'abord les étapes de sa construction. La partie romaine. Dans son mémoire de maîtrise d'archéologie, Corinne Michel émet l'hypothèse que plusieurs campagnes de construction ont dû se succéder. Pour elle, l'absence de symétrie et de cohérence entre les différents éléments de la partie romaine vient renforcer cette théorie. Elle émet aussi l'hypothèse d'une première église, celle de 1001 en fait, qui pour elle devait être de type basilical, avec des collatéraux plus bas que la nef et des baies éclairant directement celle-ci. Cette église était élevée au XIe siècle et on ne peut en voir aujourd'hui que le mur nord de la travée occidentale de la nef, celle au plus près du clocher, ainsi que l'enveloppe du bras nord du transept. 3 colonnes romaines, comme vous pouvez le voir dans le transept, vraisemblablement du XIe, dans les bras sud et nord de ce transept, qui supportent des éléments gothiques pourraient être, pour Albert de la Bouterie, des remplois de l'ancien chœur. Bon. Des anomalies relevées dans la partie nord de la nef et l'inclinaison du transept semblent prouver que les architectes ont été gênés dans leurs travaux par l'existence probable de bâtiments monastiques déjà construits, place de Blois qui s'appelle aujourd'hui place des Coopérateurs. Cette première église, première étape des travaux, était certainement charpentée, comme à cette époque, en particulier celle de Saint-Louis. La seconde étape fut la construction de la tour-porche, et les travaux ont commencé sans doute dans la seconde moitié du XIe siècle, c'est-à-dire quelques décennies après l'édification de la collégiale, de la première collégiale. À l'ouest de la nef, et après, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'édification de celle-ci. L'hypothèse est que les chanoines, veillant sur les reliques de Psalmée, ont voulu donner de l'ampleur à leur église en la dotant d'un clocher-porche, comme en procédait alors la plupart des grandes églises de pèlerinage. Cette tour était ouverte au sud, vers l'extérieur, et à l'est, vers l'intérieur de la nef, par 2 grandes arcades. Les religieux avaient accès, eux, dans un passage aujourd'hui obturé, aménagé dans le collatéral nord de la nef, dont on peut voir les traces extérieures. Et l'existence probable de leur bâtiment conventuel au nord-est est sans doute la raison que l'on a dû, pour les respecter, décaler le clocher vers le sud au lieu de le centrer par rapport à la première travée de l'église. Ce qui était une particularité très rare à cette époque, et je crois presque toujours d'ailleurs, la tour n'avait pas d'ouverture à l'ouest. Plusieurs éléments bien visibles sur la façade occidentale à l'extérieur semblent confirmer, dit Corinne Michel, qu'il y avait là un bâtiment prévu dès le début de la construction du clocher. Une légende accourt à ce sujet, dont je vous parlerai si vous voulez bien à la fin, si j'ai le temps. Les travaux concernant le rez-de-chaussée et le premier étage du clocher ont été menés vers la fin du XIe siècle. Quant au second étage, il est résolument plus jeune, sans doute du XIIe siècle. Alors uniquement visible
visible de l'intérieur, la partie supérieure du mur de ce deuxième étage, l'étage des cloches, est inachevée, ce qui laisse penser à Corinne Michel que les architectes avaient prévu un étage supérieur supplémentaire, et cet étage s'était écroulé ou n'a jamais été réalisé. Certains évoquent la présence éphémère à l'époque d'une flèche. Rien n'est moins sûr. Alors ce clocher présente d'évidentes similitudes avec celui de Saint-Léonard, qui laisse penser que dans les deux cas, enfin dans les deux cas, oui, on peut être, ce sont les mêmes architectes qui ont pu avoir et qui ont pu concevoir les deux bâtiments. Je vous laisse le soin de découvrir ces similitudes si vous souhaitez. Dans la première moitié du XIIe, alors qu'avaient déjà été probablement entrepris les travaux du second étage du clocher, les constructeurs entreprirent de modifier l'église romane initiale. Avec le renforcement des parois, dont les piles et les murs n'étaient peut-être pas suffisamment épais et résistants pour soutenir le poids d'une voûte de pierre, les principaux travaux de cette période ont été le voûtement de la nef, celui des collatéraux et du transept, ainsi que, enfin, vers la fin du XIIIe siècle, le prolongement de la partie sud du transept avec l'ouverture de son portail qui devint alors l'entrée principale de l'édifice. Parlons un peu de ce portail. Il est en arbre brisé et constitué de 3 voussures, dont on peut admirer les fines colonnettes, la frise enrichie de corbeaux sculptés de masques et typiquement limousin. Au-dessus, 8 modillons, essentiellement des masques à figure humaine, semblent être là pour accueillir les figures. Une très belle rosace, vraisemblablement pour Corinne Michel du XIIIe siècle, je dis bien du XIIIe siècle, dont on retrouve le même motif dans le cœur de la cathédrale de Limoges, lui-même construit dans la deuxième partie du XIIIe siècle, orne et éclaire la façade. C'est la partie du mur au-dessus de la rosace qui daterait du XVIe siècle et qui serait contemporaine de la surélévation de la nef pour aménager le décret. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Les sculptures de ce portail, comme celles que l'on trouve en d'autres endroits de l'édifice, appellent une observation. Si elles paraissent frustes, manquées de finesse, c'est parce qu'elles sont gravées uniquement dans le granit, qui est l'unique matériau utilisé pour tout l'édifice. Ceci peut surprendre, alors que d'autres églises, comme celle de Vigeois, d'Uzerge, de Solignac, ont importé des pierres indispensables, calcaire, grès ou lave volcanique, pour une sculpture raffinée. Les chapiteaux des colonnes de Vigeois sont celles. Pour Claude Michel, la constante utilisation de ce granit, essentiellement local, le granit de notre région dit à demi-cas, et l'explication d'un décor sculpté relativement réduit sur l'ensemble de l'édifice. C'est son avis. Alors ce n'est que bien plus tard que notre travaux furent menés dans cette partie romaine. Il y eut la construction des 2 chapelles que j'ai citées tout à l'heure, mais aussi, surtout, celle du mur, acculée à la façade sud du clocher, dissimulant l'ancienne arcade d'entrée. Le fait, F-A-Y-F-A-I, accent circonflexe T-E, de ce mur était initialement au même niveau que le toit de la nef. Et ce n'est que récemment, en 1924 et 1931, que sa hauteur a été ramenée à ce qu'elle est aujourd'hui, ce qui a permis de remettre un jour au jour et en valeur l'arcature du premier étage, dont les pelours et les touristes ont ignoré l'existence pendant 4 siècles. Il semble bien, si l'on en juge par la forme des pierres utilisées pour obturer les 3 arcades, pierres de taille pour les 2 petites, moins longue que la plus grande qui est centrale, que seule celle-ci, la centrale, pouvait être ouverte initialement. Alors de quand date ce mur?
Le chroniqueur Albert de la Borderie date ce mur de la fin du Moyen-Âge, tout comme le dernier niveau du clocher, ainsi que les créneaux qui surélèvent la nef. Pour Corinne Michel, il s'agit sans doute de travaux de fortification ayant eu lieu après les guerres de religion, donc au XVIe siècle, comme d'autres dans la cité, ce qui est plus tard bien sûr, à Saint-Barthélemy, 1562. La partie gothique. Du chœur roman, nous ne savons rien, sinon qu'il fut incendié et totalement détruit par les ennemis du royaume, dit la bulle du pape VI de 1475, à savoir, bien sûr, nos amis anglais pendant la guerre civile. Par la même bulle, le pape exhortait les fidèles à aider à la restauration de ce chapitre contre des indulgences, qui possédait dans son trésor, précisait-il, les reliques les plus précieuses, notamment de Saint-Étienne et le corps entier de Psaque. Par cette bulle, nous savons que le roi Louis XI, les comtes de la Marche, le duc de Nemours et d'autres généreux donateurs permirent de mener à bien la complète restauration de cette partie. Cette entreprise a vraisemblablement débuté en 1451 et aurait été achevée vers 1510 si nous en croisions Albert de Bordeaux. Elle a permis d'accoler à la partie romane épargnée le magnifique chœur gothique de style rayonnant dans son ensemble, bien qu'il y ait quelques touches de style flamboyant que nous pouvons admirer, riches notamment de ses verrières, des plus belles et des plus remarquables qui donnent en ensemble une luminosité et un éclat exceptionnel. Je ne dirai rien sur ces vitraux qui font l'objet d'un exposé spécifique que vous pourrez entendre tout à l'heure. Par contre, je peux dire quelques mots sur les clés de voûte qui évoquent pour certaines les généreux donateurs que je viens de nommer. Alors on les voit, c'est sûr. Dans la première travée de l'axe central, on relève sur la clé les armes de Jean Barton de Montbas, évêque de 1457 à 1484, dont la famille aurait largement contribué à la construction de ce chœur. Il est là. Dans la première travée du collatéral nord, vous ne voyez pas ici, la clé est ornée des armes de la famille Comborne. La famille Comborne a beaucoup participé à la construction du chœur et il semblerait bien qu'il y aurait des membres de cette famille qui seraient inhumés dans la cathédrale, dans la cloche. Dans la première travée, là-bas, du collatéral sud, un dauphin évoque le dauphin de France, le fils de Louis XI, Charles Quint. Dans le même collatéral, on relève des armes de France marquées par 3 fleurs de lys, là-haut, et armes que l'on retrouve dans le collatéral nord. Autre clé remarquable pour nous, juste au-dessus de moi, une représentation de Saint-Étienne, vous la voyez mal bien sûr, patron de la collégiale, vêtu d'un manteau rouge brodé d'hermine, et c'est qui est la clé de la deuxième travée de l'axe central. Une Vierge à l'enfant couronnée juste au-dessus de l'abside centrale. Et une autre Vierge à l'enfant au-dessus de l'autel de la Vierge dans l'abside Saint-André. On ne peut quitter ce magnifique chœur sans nous arrêter quelques instants dans les deux absides, celle du nord et celle du sud. La première est dédiée à la Vierge, qui fut un temps patronne de la collégiale, côté de Saint-Étienne. Je dis un temps, on ne sait pas exactement à quel moment elle a cessé d'être dédiée officiellement à la Vierge. Alors que l'autre est dédiée au fondateur de la cité, Saint-Xavier. L'attention peut être attirée par deux tableaux rappelant deux des épisodes de son existence les plus connus. À gauche, quand on regarde l'autel, le miracle qui, dans sa petite enfance, sauva de la noyade,
et à droite le fameux moment où il condamne le tueur de son âne à porter désormais son fardeau. On peut rappeler ici que ce hôtel a toujours été de grande importance pour la communauté, puisque les prévôts, nouvellement élus, devaient prêter serment sur ce hôtel, d'après Joseph. Signalons encore les stades remarquables du XVe siècle, objet d'un brillant et complet exposé lors du colloque du 2 avril, ainsi que le lutrin, là-bas, le lutrin de Boucher de 1771. Alors, cette collégiale, je l'ai dit tout à l'heure, comprend assurément un certain nombre de pierres tombales. Il y a un grand mystère. Cependant, qui repose sous la pierre là-bas, à l'aplomb du buffet d'or, depuis le XIIIe siècle, et qui correspond à cet épitaphe qui est aujourd'hui effacé, mais qu'on a pu relever il y a cela 200 ans, et qui dit ceci: Si J. Ramnulf, qui fut agréable à Dieu, fut un digne pasteur, un pieux abbé et un homme de bien. Jusqu'à présent, je n'ai trouvé aucune réponse à cette question. Enfin, dans les écrits que je possède. Aucune, et je n'ai jamais entendu une réponse à cette question qui soit cohérente. Alors, j'ai la mienne depuis vendredi dernier, ça fait longtemps. Et la voici. Je le dis avec toutes les réserves qui conviennent, bien entendu, car je n'ai pas eu le temps de la soumettre à la Société archéologique secrétaire le plus rapidement possible. En 1012, c'est-à-dire l'année de construction de la collégiale, l'évêque Hilduin nomma Ramnulf, un Ramnulf, premier abbé de l'abbaye Saint-Martin à Limoges. Cet Ramnulf venait d'un monastère de Tulle et il était originaire d'une famille de la Creuse du côté de la Il fut inhumé dans l'église de l'abbaye Saint-Martin. Tout au moins ses restes étaient abrités par l'abbaye Saint-Martin. Cette abbaye, malheureusement, eut un sacré destin. Elle fut ravagée par 2 fois au cours du XIIe siècle. La deuxième fois, en 1282, ce sont les consuls du château, à Limoges, qui décidèrent de raser l'abbaye Saint-Martin afin d'éviter que les soldats de Henri II Plantagenet occupent ce monastère. Et ils dirent aux religieux: emmenez en lieu sûr ce que vous avez de précieux ici, les reliques, les ornements, les objets de culte, etc. Je pense que ceci se passait à la fin du XIIe siècle. La tombe est du fin XIIe, début XIIIe. Je pense que les moines de l'abbaye Saint-Martin ont pensé mettre en lieu sûr les restes de leur premier abbé dans la collégiale des Moutiers, alors que c'est certain, cette collégiale et l'église de l'abbaye Saint-Martin avaient certaines affinités puisqu'elles avaient été construites toutes les deux à la même époque par l'évêque Hilduin. C'est la seule explication possible. Un premier abbé, il n'y en a pas de trace dans l'histoire du collégial, il est forcément venu de l'extérieur. Et je pense que c'est une grande probabilité parce que ce soit le premier abbé de l'église de l'abbaye Saint-Martin, nommé par Hilduin en 1012 à la tête justement de cette abbaye. C'est une proposition, je demanderai à la Société archéologique et historique de voir si ma proposition est farfelue ou si elle peut être prise en considération. Si c'était vrai, ce serait merveilleux de penser que
l'ancien premier abbé de l'abbaye Saint-Martin, qui serait à l'abri de la collégiale des boutiques. J'aimerais au combien orienter vos regards vers le trésor de notre collège. Il est hélas pour nos yeux en dépôt au musée des Beaux-Arts de Limoges depuis 2002, et ceci pour une question de sécurité. Nous avons pu obtenir des photos qui sont exposées contre le mur nord du transept et qui resteront jusqu'en septembre. Alors j'appelle votre attention sur la croix reliquaire à double traverse, objet rare, précieux, magnifique pièce d'orfèvrerie du XIIIe siècle, confiée à la collégiale par l'évêque de Limoges en 1791 lorsqu'on a dispersé le trésor de l'abbaye de Gondomar. Cette pièce, il y en avait 4 ou 5, cette croix reliquaire à Gondomar. Cette pièce qui, d'après Marie-Madeleine Gauthier, laisse peu de doute sur l'existence d'ateliers d'orfèvrerie précieuse à Limoges à l'époque. D'où l'importance et la valeur de cette pièce. Si nous sortons et faisons le tour de l'édifice, nous ne pouvons qu'être frappés par le majestueux chevet, sa formidable élévation à l'est, ces puissants et impressionnants contreforts qui donnent à notre collégiale une allure, je vous le dis, de cathédrale. Ces contreforts, par leur diversité, traduisent les difficultés rencontrées par les constructeurs pour s'accommoder des contraintes imposées par le relief rocheux. On ne va pas les énumérer. Je voudrais simplement distinguer les contreforts du centre du chœur, beaucoup plus grands que ceux des collatéraux, car la forte dénivellation les oblige à prendre appui beaucoup plus bas à même la roche. Ils se poursuivent vers l'intérieur de la nef, vers l'intérieur du chœur, par une avancée triangulaire, repoussant les verrières au fond de la paroisse, qui est fort dommage, car ça atténue la lumière et oblige l'observateur à pénétrer au cœur de l'abside, ici, pour pouvoir admirer entièrement les 5 verrières. Au fil des temps, des aménagements, réparations, modifications généralement mineures ont été apportés à l'apparence extérieure de la structure. Je citerai essentiellement la réfection de la partie ouest du sommet du clocher renversé par la tempête en 1641, qui a dû d'ailleurs rester en état fort longtemps. La mise au même niveau des toitures de la partie romane plus basse et de la partie gothique au début du XXe siècle, avec en même temps la disparition du charmant campanier qui surmontait la partie romane à l'est. La suppression enfin à l'extérieur nord du transept de l'ancienne sacristie, elle-même érigée sur l'emplacement d'une ancienne chapelle ayant appartenu à la famille de la Bachelle. Je m'en tiendrai là pour la description de notre collégiale depuis sa naissance jusqu'à ce jour, à travers les grandes étapes de son évolution. Bien évidemment, nous l'avons bien senti, la collégiale a une histoire étroitement liée à celle de la cité. Comme celle-ci, elle a été marquée par bien des vicissitudes et nous avons vu ce qu'il en était avec la guerre de 100 ans et avec les guerres de religion. Cependant, elle n'a pas connu le pire à travers les tourments révolutionnaires, la tourmente révolutionnaire, dont on pâtit tant d'édifices religieux. Heureusement, et ce fut sa chance, en 1791, la municipalité prit la décision de faire d'elle l'église paroissiale, fonction qui était jusque-là dévolue à l'église Notre-Dame, qui se trouvait au centre de la cité. François Massemoret, prêtre assermenté, personnage passionné, autoritaire, intrigant, très influent, officier dans la collégiale. Certes, la collégiale a servi de cadre à des réunions populaires et sa
chaire a été souvent utilisée comme une tribune politique. Mais c'est certainement grâce à ce statut qu'il a protégé qu'elle est sortie, je dirais, physiquement, indemne de cette période troublée et qu'elle est toujours là. Le souci de son entretien a toujours été présent dans sa longue existence. Pendant des siècles, c'est la hiérarchie de l'Église qui a veillé à ce qu'il soit pourvu à ses besoins. À partir de l'année 1905, en application de la loi de séparation de l'Église et de l'État, la commune est devenue propriétaire pour l'immobilier et le groupe. Son entretien, comme celui de tous les autres biens communaux, lui incombe depuis cette date. La mairie intervient quand elle le juge nécessaire et possible, avec ses propres moyens financiers ou matériels, parfois aidés par des subventions, et toujours, ce qui est rassurant, sous le contrôle de la conservation des monuments historiques. Ainsi, par exemple, pour la restauration du plafond de collatéral sud, menée au cours des années 2004-2006, dont nous pouvons admirer et nous réjouir du résultat, la DRAC était maître d'ouvrage et participa au niveau 2 à hauteur de 50%. Haute et majestueuse figure du patrimoine de la cité et témoin de son histoire, la collégiale appartient aujourd'hui à la communauté des Pelauds, croyants et incroyants, non-croyants. Si chacun, élu ou électeur, est conscient qu'il lui revient une partie de responsabilité pour la conservation de ce monument, je suis personnellement convaincu que c'est une des raisons d'envisager son avenir avec une réelle sérénité. Je vous remercie de votre attention. J'ai eu des difficultés de vue, parce que j'ai des lunettes devant pas. Alors je suis obligé de regarder sans lunettes, de lire sans lunettes. Alors ça vous a vu sans doute de temps en temps, je ne sais pas, parce que... Si Jean, peut-être qu'on pourrait... Oui, alors, je comprenais des questions. Il y a la légende que j'ai évoquée au début, si vous voulez, je vous dis de quoi il s'agit. Mais voilà. Donc, il n'y a pas de porte occidentale. Lorsque les restes de Saint-Salmé furent introduits, les restes de Saint-Salmé furent entrés dans l'église qui existait en 603 par une porte qui existait à l'ouest de cette église. Et les religieux, impressionnés par l'événement, ont décidé à ce moment-là que désormais, personne, aucun autre cercueil, aucun autre corps de défunt rentrerait par cette porte. Ils avaient fixé ça comme règle sans doute. Malheureusement, quelqu'un, un jour, cette règle fut enfreinte. Et à ce moment-là, on entendit un grand craquement, un bruit de tonnerre, et la voûte de l'entrée de l'église se fendit. Bien évidemment, les religieux prirent cela comme un signe du Très-Haut et dirent c'est terminé. C'est un avertissement, c'est fini, aucun cercueil ne passera par cette porte, nous allons la murer. Et c'est ce qu'ils firent, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus dans cette église de porte de l'ouest. Alors, il semble, d'après la légende, que les chanoines, lorsqu'ils guidèrent la construction de cette église et du clocher-porche au début du XIe siècle, ont tenu compte de cet avertissement divin qui datait du IVe siècle auparavant. Voilà. C'est pour ça que cette légende est amusante. Je ne sais pas si elle est vraie, mais en fait, de toute façon, c'est une explication.